Tunisie, Égypte, Libye, les révolutions se succèdent dans les pays arabes. Quel impact ces événements auront-ils pour nous? Faut-il craindre, par exemple, une crise du pétrole, une vague d'immigration, encore une islamisation radicale de cette partie du monde? La Belgique et l'Europe ont-elles été complaisantes, voire complices avec ces dictatures? Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans cette région du monde? On en parle ce midi en direct avec nos invités. Steven Van Akkeren, le ministre des Affaires étrangères, Bonjour. CDNV. Louis Michel, député européen MR, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien commissaire européen. Rudy Demotte, ministre-président du gouvernement wallon et de la communauté française PS. Olivier Deleuze, chef de groupe Écolo Groen à la Chambre. Tamar Samash, ambassadeur d'Israël en Belgique. Bichara Kader, professeur à l'UCL, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe. Georges-Henri Bautier, il est avocat, président honoraire de la Ligue belge des droits de l'homme. Il était à Tunis, il était au Caire au moment des révolutions. Bernard Adam, président du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Et puis avec nous également en direct ce midi, Ali Chita, il est d'origine libyenne. Il est médecin en Belgique depuis de nombreuses années chez nous. Mais il a beaucoup de famille là-bas. C'est un opposant au régime du colonel Kadhafi. Comme chaque dimanche, vous pouvez bien évidemment intervenir durant ce débat par mail ou par SMS. La situation vous interpelle, eh bien on attend vos réactions par mail. C'est sur le site de la rtbf.be/info ou par SMS au 6020 avec MAP comme initial en début de message. Alors la Libye est à feu et à sang. On a tous vu ces images absolument terribles à la télévision. Monsieur Chita, je vais me tourner vers vous. Vous avez beaucoup de familles, beaucoup d'amis sur place là-bas en Libye. Comment décrivent-ils la situation sur place? Ils vivent l'enfer, ils sont terrés dans les maisons, ils ne peuvent plus sortir au risque d'être tués par des mercenaires, par des snipers dans la ville. Ils risquent donc leur vie pour aller ne fût-ce qu'acheter le nécessaire. En tout cas, la situation actuelle à Tripoli, en tout cas ce matin, Tripoli est encerclée par les blindés, par les chars. Ils empêchent en tout cas l'entrée de tous les Libyens venant de l'extérieur pour ne pas occuper les rues et la place verte. Et les habitants sont terrorisés. Ils attendent une solution qu'ils espèrent rapide pour cette terreur. Alors Kadhafi a promis une boucherie pour mater la révolte. Est-ce que c'est un fou sanguinaire prêt à tout? Je pense que s'il est acculé, il est prêt à tout, il l'a dit. Il l'a dit il y a 2 jours. Si vous avez les images de son discours sur l'ancienne citadelle turque qui se trouve sur la place verte, il a dit clairement que ce sera ainsi. C'est un bain de sang, il brûlera tout en tout cas. C'est la politique de la terre brûlée. Bichara Kader, certains comparent le colonel Kadhafi à Hitler ou à Pol Pot. Vous pensez quoi de cette comparaison? Ça ne vous pense à rien. Je crois que les médias n'ont pas été avares de qualificatifs. On a dit de lui qu'il était mythomane, qu'il est mégalomane, qu'il est excentrique, qu'il est lunatique, qu'il est halluciné. Il est tout ça ou pas en fait? Qui est-il réellement, ce colonel Son Kadhafi? comportement atteste une attitude déviante. À l'évidence, c'est quelqu'un qui a cadenassé la Libye depuis 42 ans. Il a laminé les institutions. Il a créé une pseudo-assemblée permanente appelée Jamahiriya. Il a changé le nom même de Libye en Jamahiriya, c'est-à-dire une sorte de république des masses. Mais c'est lui qui trône au-dessus et il a fait disparaître pratiquement toute opposition crédible à son régime. Même dans l'armée, il n'a pas confiance. La preuve, c'est que l'armée, une grosse partie de l'armée a fait dissidence et s'est rebellée contre lui. Il a compté sur les divisions tribales pour se maintenir au pouvoir et pour se pérenniser. Et il est prêt à tout pour rester au pouvoir, c'est un peu l'impression qu'on a ici. Écoutez, il sent qu'il est traqué. Ses jours sont comptés. Ces jours sont comptés selon vous? Ses jours sont comptés. Et aujourd'hui, les 3/4 de la Libye échappent à son contrôle. Et il est aux abois.
et c'est comme quelqu'un qui est traqué, il est maintenant prêt à lancer ses ultimes fidèles et ses mercenaires. Il y en aurait près de 20 000 venant de pays africains souvent, et il est capable de commettre l'irréparable. Jean-Jean Ribautier, les démocraties occidentales, semblent découvrir aujourd'hui que c'est un bonhomme abominable, prêt à tout, qui fait tirer sur sa propre population, mais on a composé avec lui, en tout cas depuis 2003 à 2004. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une grande hypocrisie? J'ai envie de vous dire oui et non. Oui. Il y a une impéritie totale, c'est-à-dire une impossibilité pour les Occidentaux de se rendre compte de la situation dans laquelle le monde arabe évolue et évoluait. Non, je crois que personne ne pouvait dire jusqu'à quel point la folie de ces dictateurs allait nous conduire. Enfin, je ne veux tout de même pas imaginer que quand en 2008, M. Sarkozy, bling bling, disait en montrant Ben Ali que c'est le défenseur des droits de l'homme et c'est celui des droits universels, alors que la plupart des personnes que nous connaissons qui étaient des militants des droits de l'homme étaient en prison torturés, je ne veux tout de même pas imaginer que M. Sarkozy était le seul à penser. On a accueilli Ben Ali, on a accueilli Moubarak. Donc il est clair qu'on a dérapé complètement par rapport à la situation dans les pays arabes. Il est clair que la politique que l'on mènera dans le futur doit être une toute autre politique que celle qu'on adopte maintenant. Et la première chose à faire, et je crois que c'est la plus utile, c'est ne pas regarder vers les impérities du passé. Les impérities du passé, elles sont là béantes. On s'est complètement trompé en mettant ces gens, en les laissant, en continuant à les laisser au pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est assurer la suite. En Tunisie, hier soir, l'armée n'a pas tiré. Il semble, d'après les informations que j'ai reçues, que ce sont les policiers, les gardes présidentiels de Ben Ali qui continuent, qui ne sont pas en partie. Le complexe militaro-industriel en Égypte est toujours là, en Libye, après Kadhafi, et il ne va pas y avoir d'autres qui seront entrés de manipuler, de reprendre l'héritage. Donc c'est cette après-révolution merveilleuse, extraordinaire de la jeunesse. Et là, j'insiste, ces gens épris de liberté qui sont prêts à mourir pour le peu de dignité qu'il y avait encore. C'est extraordinaire de voir ce qui s'est passé quand j'étais sur place, c'est émouvant, mais de grâce qu'on ne leur chique pas cette révolution en leur disant on va organiser des élections et que ces élections soient tronquées pour qu'on puisse récupérer le pouvoir. On parlera évidemment de l'avenir, de ce qui va se passer là-bas dans le courant de ce débat. Steven Van Ackere, aujourd'hui les pays occidentaux condamnent le colonel Kadhafi, mais hier les plus hautes autorités de chez nous, de l'Europe, l'ont reçu, lui ont serré la main. On a fait une erreur colossale? Bon, les prévisions d'après-coup sont faciles. Et après-coup, tout le monde se dit si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais fait autre chose. Ouais, enfin, on savait quand même que le colonel Kadhafi, c'était un... Dit-on dénonçait. Moi, j'ai été expulsé il y a 35 ans de Tunisie. Depuis 35 ans, je suis en train de dire ce qui se passe en Tunisie avec tous les opposants des droits de l'homme. Et quand je suis arrivé en Tunisie, on a réouvert la section des droits de l'homme de Tunis qui avait été fermée pendant 35 ans. Il y a eu de l'aveuglement. De l'aveuglement, Steven Van Ackere, vous n'êtes pas d'accord? Mais vraisemblablement, oui, de l'aveuglement. Et en tout cas aussi, la question qui existe toujours en politique internationale, que faire? Condamner, c'est une chose. Déclarer des choses, c'est vraisemblablement la chose qu'on aurait dû faire beaucoup plus. Engager davantage avec la société civile et les forces d'opposition, s'il y en avait, on aurait dû le faire beaucoup plus. Mais encore une fois, si par exemple aujourd'hui la Belgique est critiquée dans le Parlement belge pour avoir voté en faveur de la Libye pour un siège dans le Conseil des droits de l'homme, comme 155 pays du monde l'ont fait, 80% du monde l'a fait, il faut aussi se dire que devant une telle situation, au moment où ce vote est intervenu, au mois de mai, personne ne pouvait dire ce qui allait se passer dans les rues de Tripoli aujourd'hui. Et associer les deux aujourd'hui, comme si ça forme un tout, il y a quand même un côté un peu dangereux. Une chose est claire, et Mme Pilet, la haute commissaire des droits de l'homme, le dit aujourd'hui ou hier dans un journal belge, elle dit il faut, dans ces conseils des droits de l'homme, il faut engager pas seulement avec les bons élèves, il faut engager aussi avec ceux qui ont encore du progrès à faire. C'est elle qui le dit. Et donc, moi, je continue à trouver que si on avait su
ce qui se passe aujourd'hui, on aurait certainement voté autrement, comme des tas d'autres pays, mais n'empêche, comparé avec ce qui se passait en Libye dans les temps de Lockerbie, etc., il faut quand même aussi voir l'évolution qui s'annonçait depuis le début des années 2000. Alors, depuis le début de cette émission, on reçoit pas mal de réactions de téléspectateurs et elles portent surtout sur cette hypocrisie, Thomas. Cette hypocrisie qui fait honte aux dirigeants européens. Il était fréquentable, Kadhafi, grâce à ses pétrodollars. On a enduré ce terroriste notoire pour des raisons économiques. Si Kadhafi est le diable, alors pourquoi il n'y a pas si longtemps avoir agi d'une façon si bienveillante? Je me tournais vers vous, monsieur Louis Michel. Vous avez serré la main du colonel Kadhafi. Oui, j'ai l'impression que je n'ai pas été le seul à serrer la main au colonel Kadhafi, parce que, bon, moi je dois dire que je partage assez bien l'analyse de M. Van Acker. Je pense que c'est un peu simple aujourd'hui de dire que c'est de l'hypocrisie. Tout d'abord, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi la communauté internationale, démocratique, libre, est tellement impuissante à faire valoir ou imposer les droits de l'homme dans toutes ses relations. Il faudrait se poser cette question-là. Par exemple, encore aujourd'hui, alors qu'on est peut-être à la veille d'une catastrophe humanitaire sans précédent en Libye, encore aujourd'hui, moi, je n'entends personne dire qu'il faut mobiliser l'OTAN militairement pour aller mettre de l'ordre en Libye. J'ai lu des réactions dans ce sens-là. Attendez, peut-être là, mais j'entends monsieur Obama qui dit oui, on pourrait, mais qui ne dit pas on doit. Je veux dire que... et selon vous, est-ce qu'il faudrait intervenir militairement, Louis Michel? Vous êtes en faveur de ça ou pas? Moi, je serais plutôt tenté de dire que dans la situation actuelle, ce ne serait peut-être pas inutile de sécuriser les populations là-bas en intervenant militairement. J'attends encore le premier pays européen courageux qui va dire on est prêt à envoyer nos militaires là-bas, hein, parce qu'il y a toujours cette distinction, ce fossé entre le discours ça c'est facile, dénoncer ça c'est facile, accuser ça c'est facile, dire si moi j'avais été à votre place j'aurais fait ceci ou cela, ça c'est facile, mais j'attends encore toujours qui dans la communauté internationale va l'expliquer à son Parlement national et à son opinion publique qu'on va peut-être faire prendre des risques à nos militaires. Mais vous, Louis Michel, vous seriez prêt à défendre cette idée vis-à-vis de la population belge, soyons clairs? Je serais assez prêt à défendre l'idée d'une intervention internationale à condition que ce ne soit pas, évidemment, perçu ou mal perçu dans l'opinion arabe. Parce qu'il y a une chose qui n'a pas été dite ici, je pense que Maître Bautier en a parlé, il faut quand même se réjouir d'un élément. Et je pense qu'on est au cœur du débat en disant ça. L'élément important, c'est que toute cette jeunesse qui se révolte pour des causes démocratiques. On est loin, dans tout ce que j'entends et dans ce que je vois, on est loin des principes ou des concepts fondamentalistes. Je n'ai pas entendu parler de ça. On devra sans doute Monsieur Michel, on parlait de kamikazes, on parlait de fous de Dieu, il n'y a rien de tout ça dans les rues. Et donc je crois que ça c'est quand même un élément qui est important. Et de là je dis ceci. L'Union européenne va devoir calibrer sa position politique par rapport à cette question en respectant scrupuleusement cet aspect-là des révoltes arabes. Steven Van Acker, je reviens vers vous pour rebondir sur ce que vient de dire Louis Michel. Est-ce que vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, vous êtes favorable à une intervention militaire pour sécuriser la population là-bas en Libye? Population sur laquelle on tire pour l'instant. Vous posez tout de suite la question la plus difficile. Il faut quand même dire que la diplomatie belge, depuis lundi, a déjà entrepris des tas de démarches, notamment le fait de faire rassembler le Conseil des droits de l'homme, œuvrer en faveur de la suspension des droits de la Libye dans ce Conseil, pousser vers un embargo pour les armes, pour tout ce qui peut être utilisé dans la suppression du mouvement, visa ban, aussi en proposant ce qui a été décidé cette nuit d'envoyer M. Kadhafi devant le Cour international de justice. Ce que vous mentionnez là, intervention militaire, c'est le nec plus ultra, le tout dernier pas qui n'a pas encore été franchi aujourd'hui. Et je dis pas encore parce que maintenant il y a le choix pour le régime. Soit il se durcit, et alors je crois comme M. Michel que la communauté internationale devra revoir sa position. Jusqu'à présent, un certain nombre de membres permanents dans le Conseil de sécurité ont été hésitants à dire all measures, c'est-à-dire y inclut le militaire, mais il faut
quand même se dire une chose, si intervention militaire il doit y avoir, ça doit être avec un mandat des Nations Unies et ça doit être avec une communauté internationale cohérente et comme on vient de l'exprimer, il faut aussi à ce moment-là oser prendre sa responsabilité, ce qui à ce moment-là va enchaîner un certain nombre de débats à l'intérieur des pays. Les Européens sont en train de fuir la Libye. Vous allez rapatrier l'ambassadeur belge à Tripoli. Je n'aime pas le mot fuir. J'ai donné cette nuit instruction pour que nos membres de notre personnel se préparent pour que, après un dernier avertissement pour les trentaines de Belges qui sont souvent des bipatrides, qui avaient insisté sur le fait qu'ils souhaitent rester dans le pays, dernier message disant que normalement, à partir de demain, il n'aurait plus l'assistance des diplomates belges parce que je trouve que la situation sécuritaire n'est pas assez... Donc on évacue, quoi. Tout à fait. Olivier Deleuze, sur cette réaction de la communauté internationale, on sait que le Conseil de sécurité de l'ONU a pris des mesures cette nuit. Est-ce que vous suivez Louis Michel quand il dit qu'il faudrait pouvoir aller plus loin et intervenir militairement? Au moment où la décision a été prise par l'ONU d'intervenir au Kosovo, le ministre des Affaires étrangères de l'époque en Allemagne était Joschka Fischer, un écologiste, qui avait dit que entre plus jamais la guerre et plus jamais Auschwitz, je préfère plus jamais Auschwitz, et il avait dit donc plus jamais d'épuration ethnique. Moi, je pense que si la situation évolue en Libye, qui fait en sorte que l'ONU pense qu'il est juste, avec l'accord des pays de la région, d'envoyer là des militaires pour mettre un terme à ce qui pourrait être une épuration ethnique violente, je n'aurais pas de problème avec ça. Laissez-moi vous dire une deuxième chose par rapport à l'hypocrisie. Nos pays sont totalement dépendants du pétrole qui est produit dans toute cette partie du monde. La Libye est le troisième fournisseur de l'Europe en pétrole. Y compris en Arabie Saoudite. Alors nous sommes dans une situation, malheureusement, de dépendance absolue. Et le jour où nous aurions une belle politique extrêmement radicale par rapport aux droits de l'homme dans ces pays, non seulement la Belgique, mais la communauté internationale, et qui ferait en sorte que le prix du pétrole passe de $120 le baril aujourd'hui à 200, $250, eh bien ce serait une épreuve de vérité, là. Parce que ça, c'est les faits. C'est notre dépendance suite à une politique aveugle de dépendance énergétique dans nos pays par rapport à cette dictature-là. Et ça nous rend totalement fragiles. Je m'excuse, moi je ne peux pas accepter qu'on dise parce qu'on nous fournit en pétrole, on doit tout accepter. Je crois que l'Europe... Je crois que l'Europe... Attendez, ne déformez pas... Non, je suis désolé, ne déformez pas mon propos. Je ne dis pas ça. Je constate que nos régimes ont une pudeur et une frilosité par rapport à ces pays que je trouve inacceptable. Et j'explique pourquoi cette frilosité, je ne la partage pas. Donc, on est d'accord. Ne déformez pas ce que je... Mais non, attendez. On ne peut pas accepter que le passé revienne nous envahir. Je suis désolé, il faudra qu'au niveau européen, on se mette d'accord sur des standards, droits de l'homme à respecter, pour savoir jusqu'où on va avec la Russie, avec le Kazakhstan, avec l'Arabie Saoudite. Mais ce sont des standards qu'on va devoir mettre tous ensemble, pas uniquement la Belgique. Une fois qu'on aura arrêté ces standards, on pourra avoir une politique cohérente vis-à-vis des pays qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de se libérer d'un joug tyrannique qu'on leur a imposé. Alors on parlait du chapitre complaisance, voire complicité des démocraties occidentales avec notamment la Libye. On a beaucoup parlé cette semaine, c'était au cœur de la polémique, de cette livraison d'armes wallonnes à la Libye, et ça fait réagir pas mal de téléspectateurs, Thomas. Des armes donc de la FNR Stahl, pour être précis. Quelle belle hypocrisie quand on fabrique des armes. Elles sont évidemment utilisées pour tuer tôt ou tard. Si on ne veut pas de cela, il faut fermer la FN. Nos dirigeants, comment peut-on croire que ces armes fournies à la Libye devaient servir à de l'humanitaire? On va se tourner. Où nous prennent-ils pour ces trois petits points Ces trois petits points. On va se tourner vers le ministre, président justement de la région wallonne. Est-ce que la Wallonie, Rudy Demotte, a du sang sur les mains? Écoutez, présenter les choses comme ça est absolument, évidemment, scandaleux, mais je sais que la caricature passe bien. Donc, que doit-on dire? On doit rappeler le contexte qui vient d'ailleurs d'être, avec beaucoup de nuances, rappelé à l'instant. Si on parle d'hypocrisie, alors disons les faits comme ils sont. 2004, on lève l'embargo par rapport à ce pays. 2005, on va confier des missions de garde-frontières pour compte de l'Union européenne à la Libye. On va former les gardes-frontières libyens pour éviter que les immigrés ne viennent tout à coup envahir le sol européen.
Et dans ce contexte, bon, je pourrais aussi parler du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il y a eu un débat sur la présence de l'ONU, à l'intérieur de l'ONU de la Libye. On l'a résolu. On a fait de la Libye un membre de ce Conseil. Actif. Donc, c'est dire que quand on parle d'hypocrisie, franchement, on ne doit pas faire la leçon à la Wallonie. Enfin, bon, chacun a sa responsabilité. Maintenant, d'un autre côté, le politique dans le contexte actuel, il n'est pas évidemment prof de morale. Il n'est pas journaliste, qui peuvent d'ailleurs, dans le monde journalistique, tenir un discours et son contraire du jour au lendemain. Un jour, vous avez des articles qui dénoncent le fait qu'on ne délivre pas suffisamment vite des armes dans le cadre de la Libye. Le lendemain, on dénonce le fait qu'on n'a pas pris assez de précautions pour le faire. Alors ça, c'est évidemment le confort. Est-ce que vous avez pris assez de précautions pour octroyer cette licence en 2009? Je ne vais pas répondre moi-même, parce que sinon... c'est vous qui avez octroyé la licence. Je parle non, je dis, je ne vais pas utiliser d'arguments d'autorité, qui sont des arguments que j'utilise par moi-même. Ce que Éric David a dit sur votre antenne récemment, professeur de droit international, c'est que dans le contexte précis et la réglementation européenne qui existait, nous devions effectivement prendre l'attitude que nous avons faite, elle se justifie. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on relie aujourd'hui, par rapport aux règles européennes, un contexte dans une période décalée. On relie 2009 à l'aune de 2011. Ce que je dis... Mais on savait quand même que c'était un tyran, le colonel Kadhafi. Vous saviez ça? Non? Vous saviez ça? D'autres disent qu'ils ont fait, dans le cadre des procédures internationales, des pas pour essayer de calmer le jeu là-bas, en faisant en sorte que la levée d'embargo, pourquoi l'ont-ils décidé? Les missions qui ont été confiées par l'Union européenne, pourquoi l'ont été décidées? Ils ont fait un pari qui a échoué. Bernard Adam, je rappelle que vous êtes le président du GRIP, le groupement de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. À l'époque où Rudy Demotte a octroyé cette licence de vente d'armes à la Libye, vous aviez dit c'est hallucinant que le gouvernement wallon fasse confiance à la Libye. Effectivement, nous avions donné, comme d'autres, les organisations des droits de l'homme, même le Conseil d'État, avaient attiré l'attention sur le fait qu'il y avait un problème avec la Libye au niveau des droits de l'homme, mais au niveau éventuellement de réexportation des armes. Oui, parce que ce sont des armes légères, ce sont des armes légères. Voilà. On a aussi utilisé des avions, des hélicoptères et des chars contre les gens. D'accord, Monsieur Demotte, mais il faut aussi se rendre compte que ce sont les armes légères qui sont les premières à être utilisées dans la répression. Ouais. Mais je pense que cette spécificité sur les armes légères, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de ce genre de problème. Ce que je veux dire, c'est que Monsieur Demotte, évidemment, ici, est dans une position extrêmement difficile. Pourquoi? Quand on voit le processus qui s'est produit, eh bien, il a pris d'abord tout un temps avant d'attribuer cette licence. Donc, ça prouve bien qu'ils ont réfléchi. Mais il le disait à l'époque, je m'en souviens. Effectivement, il y a eu toute une analyse. Donc, reprocher... il a eu raison ou il a eu tort? Eh bien, reprocher au gouvernement wallon d'avoir réfléchi longtemps, on ne peut pas lui reprocher ça. Ouais. Ça, c'est pour le fleur et le pot va arriver, j'imagine. Mais pourquoi la décision a été prise? Parce que tous les dirigeants politiques wallons, tous, ont été mis sous pression, effectivement, par certains. Pour Qui ça les syndicats, la direction de la FN, qui effectivement... Et puis le lobby liégeois, dans tous les partis, les liégeois... Mais qui avait dit quoi? Si le contrat libyen n'est pas attribué à la FN, eh bien la FN risque sa survie. On avait même parlé de risque de bain de sang social si ce contrat n'était pas attribué. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit quand on voit les chiffres? C'est tout à fait faux. Il n'y avait absolument pas de problème. La FN n'avait pas besoin de ce contrat pour survivre. 11 millions. Donc ce contrat représentait 11 millions, soit 5% du chiffre d'affaires de 2009. Or, quand on voit la progression du chiffre d'affaires de 2004 à 2009, il passe de 110 millions d'euros à 220 millions d'euros. Ouais, donc on n'avait pas besoin de ce contrat pour maintenir l'emploi. Tout à fait, on double et l'emploi a été augmenté de 25%. Ouais. Alors, donc on n'avait pas besoin, mais j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'on met toujours en balance l'éthique et l'emploi. Mais non, il y a moyen effectivement de livrer des armes produites par la FN à des régimes qui ne sont pas des régimes à problème. Louis Michel, le MR est dans l'opposition à la région wallonne. J'ai lu que Richard Miller s'étonnait un petit peu
de cette décision à l'époque. Vous en pensez quoi? Ça a été une erreur ou pas? Vous auriez fait la même chose, vous, si vous aviez été... Je vais vous le dire tout de suite, parce que moi, je ne vais pas être hypocrite sur toutes ces questions-là. D'abord, je pense que M. Miller a très bien fait de poser les questions qu'il avait à poser pour savoir pour quelles raisons certains partis de la majorité à la région wallonne avaient, dans le fond, changé d'avis. Parce que, avant les élections, le parti de M. Deleuze avait souscrit à la demande des syndicats liégeois et ils étaient favorables. Après les élections, manifestement, ils étaient contre, mais ils ont quand même laissé M. Demotte prendre la décision sans réagir au niveau du gouvernement. Donc, M. Miller a posé ces questions-là, c'est normal de voir qui fait quoi en politique et qui prend ses responsabilités. Deux, moi je suis assez d'accord avec M. Demotte pour dire que depuis 2003, il y a en fait une stratégie de la communauté internationale, à tort ou à raison, mais c'est en tout cas cette stratégie-là qui a été suivie, une sorte de pari sur un nouveau Kadhafi. Bon, je dois reconnaître que celui ça qui fait rire, Jean-Marie. Oui, mais ça me fait rire aussi. Je dois vous dire que ceux qui l'ont rencontré avaient du mal à croire ça. Mais en attendant, c'était la tendance lourde. Ouais. C'était une stratégie convenue au niveau international. Donc si je vous comprends bien, Louis Michel, si le MR avait été dans la majorité en 2009, il aurait soutenu cet octroi de la licence ou pas? Je pense que dans les conditions qui étaient celles de M. Demotte, je pense que, en tout cas moi, clairement, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Alors on peut évidemment me jeter la pierre et dire ça ne se fait pas. Moi je dis que oui, parce que il est évident que ne vous faites pas d'illusions. Il y a un élément que M. Demotte n'a pas évoqué, c'est que toute une série de pays européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, etc., tous ces pays-là, ont exporté des armes. La Suisse, ont exporté vers la Libye. Alors ce n'est pas parce qu'ils l'ont fait qu'on doit le faire, je dis simplement que, étant donné le contexte international de l'époque, il était assez difficile de refuser ça. J'imagine que vous êtes satisfait de recevoir le soutien de Louis Michel? Je n'en doutais pas, parce que je sais qu'à un moment donné, Louis Michel a été soumis au même problème. Il a dû faire des choix sur des licences. Ce ne sont jamais des choix faciles. Oui. Olivier Deleuze, la position d'écolo, on a bien senti, Louis Michel le rappelait, avant les élections, il y avait un peu des contorsions. Non, Louis Michel, effectivement, n'est pas hypocrite, mais n'a pas dit la vérité, ce qui est différent. Mais à la limite, peu importe. Donc, à la limite, ce qui s'est passé, c'est que, comme tout le monde sait d'ailleurs, au lendemain des élections, cette licence d'exportation d'armes a été accordée à la Libye, alors que les écolos ne sont rentrés au gouvernement qu'après. Mais peu importe, la question c'est que quand nous sommes arrivés au gouvernement wallon, nous avons tenu à ce que les règles deviennent plus strictes pour le choix des pays auxquels il était possible d'accorder des licences d'exportation d'armes. Et on est content que le gouvernement wallon soit arrivé à un accord une première fois en avril, me semble-t-il, et puis une deuxième fois la semaine dernière. Nous sommes d'accord, le commerce des armes n'est pas quelque chose de banal et ne sera jamais quelque chose de banal. Il y a 14 000 personnes qui travaillent dans le secteur des armes en Belgique, en Wallonie et en Flandre, parce qu'on sait que dans les armes FN, il y a des composants qui viennent de Flandre, donc arrêtons d'en faire un problème. De haute technologie qui sont absolument de haut de nard, on est bien d'accord. Ce sera jamais un peu brutal quand on connaît les positions des colos. Est-ce que vous n'avez pas un malaise aujourd'hui quand vous voyez ce qui se passe en Libye? De savoir que votre parti a soutenu cet octroi de la licence. Est-ce que ça vous provoque pas? Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. C'est pas exact qu'Écolo a soutenu cet octroi de la licence? Absolument. Cette licence a été octroyée. Absolument pas. Cette licence a été octroyée juste après les élections en gouvernement d'affaires courantes en Wallonie, sans les écologistes. Elle a été confirmée quelques mois plus tard après un arrêt de suspension du Conseil d'État. Et quand les armes étaient déjà là-bas. Alors moi, je suis content et fier que mon parti, arrivant à la région wallonne, ait poussé pour un accord qui rende plus clairs les critères d'exportation d'armes en faisant différentes catégories en fonction du caractère non démocratique ou démocratique des pays. Je pense que c'est bien parce que ça va pousser l'industrie de l'armement en Belgique à cibler plus son marché, son exportation vers des pays où il y a moins de problèmes. Voilà. Et c'est pas du tout ou rien. Ce n'est pas du tout ou rien. Alors, Monsieur Chita, vous avez vu ces images, on les a vues sur YouTube notamment. On voit des civils, apparemment, qui brandissent ces armes de la FN. Alors, je rappelle, vous êtes un opposant de longue date au régime de Kadhafi. Ils ont brandi il y a des centaines de morts en Libye, ça vous inspire quoi? D'abord, je voudrais
faire des précisions au point de vue chronologie. Monsieur Demotte a dit que l'embargo a été levé en 2004, si j'ai bien entendu. Pourquoi cet embargo, en tout cas pour nous Libyens, a été enlevé? Parce que M. Kadhafi a payé les victimes, a payé pour le Lockerbie et l'a payé pour l'UTA des milliards. Et pour cela qu'on a levé l'embargo. Ça, c'est une vérité. Il avait fait tomber. L'avion plein de civils, il fait tomber, c'est un personnage. Donc il a payé des milliards à ces... Donc il a en quelque sorte payé sa réhabilitation, voilà, c'est ça que vous dites? Oui, donc il ne faut pas croire que cette réhabilitation a été gratuite. Et sur la présence d'armes wallonnes qui normalement étaient destinées à la protection de convois humanitaires, ces armes se retrouvent sur le théâtre des émeutes, des manifestations. J'aimerais bien quand même mettre les choses au point, en tout cas au point de vue chronologie. Donc en 2004, on a enlevé l'embargo, mais les événements actuels du 17 février, la révolte actuelle, est la conséquence d'une tuerie sur la place de Benghazi en 2006. Oui. Et l'assassinat dans la prison d'Abu Slim de 1200 prisonniers tués à froid par des mitraillettes. D'accord, ça c'est précisé, je reviens si vous voulez bien. C'est ça la vérité, c'est ça la vérité. Et sur la présence des armes wallonnes, M. Chitin? Les armes wallonnes sont utilisées évidemment comme armes légères par les mercenaires qui se promènent dans les rues, dans des 4x4 Toyota et qui tirent n'importe comment. Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas que la Belgique, il n'y a pas que la Wallonie qui a vendu. On a vendu des armes, on a vendu plus lourdes que ça, des avions, des chars. Tout ça, c'est entre les mains de Kadhafi et qui sont montrés de côté de Benghazi. Si vous regardez les images de côté de Benghazi, vous voyez cet armement lourd. Très bien. Je me tourne maintenant vers vous, Madame l'ambassadeur d'Israël, Tamar Samash. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat sur la livraison d'armes wallonnes à la Libye? Mais je crois que là, on est à côté du véritable sujet. Oui. Mais ça préoccupe beaucoup, ça alimente la polémique en Belgique. Elles ont été livrées par la Belgique, elles ont été livrées par d'autres pays. Je crois que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est vraiment, ce sont ces révoltes dans les pays du Maghreb, en Égypte, en Libye, ailleurs. Et cette recherche, comme on l'a dit, d'un nouvel ordre dans ces pays, ces jeunes qui veulent arriver à la liberté et à la démocratie. Alors vous voyez ça avec de l'espoir ou bien avec une dose d'inquiétude? Les deux, avec beaucoup d'espoir. Nous espérons vraiment que dans ces pays, un véritable ordre nouveau se mettra en place, qu'il y aura une véritable démocratie, que quelque chose de positif viendra de ces révoltes. Ouais. D'un autre côté, on ne peut pas savoir qui est-ce qui va essayer de s'immiscer dans ce processus de libéralisation, de recherche de démocratie. Il peut y avoir des éléments qui vont essayer de prendre en otage ces révoltes pour d'autres buts. Là, vous parlez des islamistes, j'imagine? C'est ça que vous craignez? Aussi, oui, absolument. Alors, il y a beaucoup de réactions, Thomas, qui vont justement dans ce sens-là. L'exemple iranien, a traumatisé les chefs d'État occidentaux qui ont préféré soutenir des dictatures que de voir une radicalisation islamique des pays d'Arabes. La principale crainte aujourd'hui, c'est que ces révolutions soient reprises justement par les islamistes. On va peut-être se tourner vers un spécialiste, Monsieur Bichara Kader. Est-ce que ce soulèvement arabe, on a parlé de la chute du mur arabe, est-ce qu'il y a une crainte justement qu'il y ait une reprise, récupération islamiste? Mais il faut bien se rendre compte de la genèse de ces mouvements et des slogans qui sont scandés par la foule. Ce slogan socio-économique d'abord. Il s'agit essentiellement de mouvements portés par des jeunes éduqués, connectés, qui ont scandé 3 slogans principaux. Dignité al-Karama, liberté al-Hurriya et emploi al-Shoghl. Ce sont des slogans modernes. Ces mouvements de jeunes n'ont pas été encadrés par aucun parti politique, lesquels partis politiques, la plupart du temps, ont été pris au dépourvu. Et n'ont surfé sur la vague que sur le tard, lorsqu'ils ont vu que cette jeunesse allait gagner à déboulonner des régimes honnis et corrompus et qui ont cadenassé l'espace politique. Il y avait quand même cette crainte de l'islamisme. Alors, c'est un fantasme écoutez,
on est en train d'agiter des épouvantails et le premier à le faire, c'est Netanyahou qui a parlé de l'Égypte comme le futur Iran. Il est clair que la mouvance islamiste sera un acteur important dans le jeu démocratique des pays arabes de demain. C'est légitime et c'est nécessaire. Mais il est clair en même temps que ces islamistes devront faire face à une compétition d'autres partis politiques démocrates et modernes. Donc selon vous, le risque d'une islamisation de ces pays arabes, pour vous, c'est de l'ordre du fantasme? Nous sommes là dans un contexte que Olivier Roy appelle un contexte post-islamique, en quelque sorte. Les jeunes ont manifesté contre la dictature, contre la répression, pour l'espérance démocratique et pour davantage de dignité. Et j'entends par dignité, ils ont manifesté pour que les Arabes deviennent une partie prenante dans la géopolitique mondiale et non pas, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, une partie prise. Madame l'ambassadeur, qu'est-ce que vous répondez à Bishara Kader? J'espère qu'il a raison. Je lui rappelle qu'il y a une semaine, il y avait 1 million de personnes sur la place Tahrir au Caire pour accueillir le chef du parti des frères musulmans qui a promis de prendre le pouvoir, et que vous parlez d'un jeu démocratique, mais qu'aujourd'hui, la seule organisation qui soit vraiment en place, ce sont les partis islamiques. Il n'y a pas eu de démocratie dans ces pays pendant très longtemps. Il n'y a pas de parti politique prêt au jeu démocratique. Je peux pas. Non, c'est pas possible. C'est quelque chose de fondamental qu'il faut dire. Il est clair que ce qu'on est en train de faire pour le moment dans ce discours, c'est récupérer une révolte extraordinaire des jeunes. Alors, j'ai été dans les deux pays, c'est pas pour ça que je le sais. Mais plein de gens qui ont été le disent aussi. Il est évident pour le moment, ce qu'il ne faut pas laisser faire, c'est récupérer par les gendarmes de Ben Ali, par les nervis qui sont encore au pouvoir dans certaines villes en Égypte, le pouvoir, parce qu'on va leur donner un semblant de démocratie, et puis on va reprendre. Les généraux égyptiens sont Les généraux égyptiens sont toujours au pouvoir, c'est eux qui ont le complexe militaro-industriel. Le Premier ministre tunisien, toujours au pouvoir, il était ministre de Ben Ali pendant des années. Mais là, on parlait du risque d'islamisation, d'une montée au pouvoir. Vous aurez des élections, et dans les élections, comme en Belgique, il y a un pourcentage de gens qui votent NVA et un autre pourcentage de gens qui votent démocratie. On y revient. C'est tout. Monsieur Kader. La révolution en cours, c'est pas le passage du noir des dictatures au vert des islamistes. C'est le passage d'une couleur à plusieurs. Ces jeunes se sont révoltés pour davantage de démocratie, de liberté. Ce sont des jeunes connectés. Le slogan est moderne. Arrêtons dès lors d'agiter des épouvantails. Réjouissons-nous de ce qui s'est passé. C'est un passage à l'âge adulte, ce qui se passe, ces révolutions arabes. Il renoue avec une démocratie qui était présente dans les pays arabes. Il y a des partis politiques dans les pays arabes. Dans les 50 premières années du XXe siècle, nous avions des partis politiques, nous avions des parlements, nous avions des constitutions. Tout cela a été mis par terre par des régimes corrompus qui ont cadenassé l'espace politique et qui ont finalement réprimé, muselé, torturé l'opposition ou simplement l'ont jeté en exil. Bernard Adam. Moi, je voudrais revenir aussi à une réalité de cette région. Le monde arabe, le Moyen-Orient, le nord de l'Afrique, en fait, c'est une région dans laquelle la communauté internationale, les puissances importantes dans le monde, ont injecté énormément d'argent pour des soutiens militaires. On a oublié qu'il y avait des populations qu'il fallait effectivement aider dans leur développement socio-culturel, économique, etc. Et ça, je crois qu'il est extrêmement important. On parlait effectivement d'un changement de position de la part des Occidentaux, des Russes également, qui allaient vendre pour des milliards d'armement à la Libye. Je crois qu'il faut se rendre compte qu'il faut aider ces régimes à moins dépenser en termes militaires, à moins faire d'achats militaires pour concentrer des ressources sur le développement socio-culturel, économique, etc. Parce que c'est un gaspillage éhonté, mais en plus, parce qu'on est dans une situation géopolitique extrêmement tendue, malheureusement, avec ce conflit israélo-arabe et israélo-palestinien en particulier. Et là, je pense qu'effectivement, Bishara Kader pourrait expliquer mieux que moi ce qui se passe. Mais vous permettez de signaler que cet éveil aujourd'hui et les événements dans le monde arabe prouvent que finalement le conflit israélo-arabe n'est pas l'incident primaire ni la chose la plus importante aujourd'hui. Non, mais la course aux armements dans le monde arabe et avec Israël est une réalité.
C'est un autre débat. C'est la région. À partir du moment où On n'est pas tous à la fois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gaspillage de l'argent qui serait disponible pour soutenir effectivement l'émergence de la démocratie et du développement. Et à partir du moment où il y aura cette démocratie, il n'y aura plus besoin de cette course à l'armement, puisqu'il y aura comment moyen de garantir régler cette démocratie? Comment soutenir ce mouvement qu'a si bien décrit Bichara Kader? C'est là qu'on se tourne évidemment vers les hommes politiques. Louis Michel, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour soutenir ça? Sans doute que certains États européens ont mis beaucoup d'argent dans le militaire, dans la région. Je voudrais quand même dire que l'Europe a aussi déversé des sommes colossales dans le développement dans la région. On n'a pas fait, vous savez, Meda, Barcelone, etc. Et je regrette d'ailleurs de devoir dire que si Meda n'a pas porté vraiment ses fruits, c'est quand même dû à la non-résolution du conflit moyen-oriental. Il faut quand même s'en rendre compte. Deuxième élément, je voudrais dire, Madame l'ambassadrice, sans vouloir vous contredire totalement, mais enfin vous dire que ce qui est sans doute le plus crucial pour que la démocratie s'éveille et se développe dans ce monde-là, c'est en fait la paix en Palestine. Extraire ce conflit-là de l'avenir de cette région et de ce qui se passe aujourd'hui, ça, ce ne serait pas convenable. Enfin, les dictatures n'étaient pas le fait du conflit israélo-arabe. Nous ne parlons pas de dictature, nous parlons justement d'une révolution démocratique. Et donc, je crois que la chose la plus lucide à faire maintenant, ce serait justement d'articuler rapidement une vraie négociation pour aboutir à une paix consensuelle avec des concessions de part et d'autre. Et pour sortir quand même du positionnement actuel qui consiste simplement... bien sûr, qui consiste évidemment à agiter, moi je ne dis pas que ça n'existe pas, mais à agiter le spectre du fondamentalisme. Moi je crois que ce qui se passe pour le moment donne une occasion à réveil, si j'ose dire, à la pluralité d'opinion, au pluralisme politique et à un règlement. Je dirais ça pourrait faciliter le règlement de ce conflit. D'après moi, tout dépendra. Moi, je crois que oui. Absolument. Moi, je crois que vous êtes d'accord, à condition évidemment qu'on arrête de montrer ce spectre du fondamental et de détourner l'interprétation de cette révolution. Ça ne serait pas juste. Ça peut faciliter je reviens ce matin d'Israël. J'ai eu l'occasion d'accompagner une délégation qui a rencontré les autorités palestiniennes qui essayent aujourd'hui de trouver une solution avec le Hamas. Alors, à partir du moment où on sait qu'il y a en Palestine deux entités qui ne sont pas d'accord entre eux, je vois difficilement avec qui est-ce que vous voulez que nous fassions ces discussions dont vous parlez. Et je vous rappelle que ce qui se passe aujourd'hui dans l'ensemble du monde arabe n'est pas un fait de la situation israélo-arabe, mais de la situation dans les pays arabes eux-mêmes. Ce réveil des jeunes, cet appel de la démocratie sera, je le pense, un excellent élément pour arriver à une solution. On mélange tout, hein. On ne peut pas attribuer le blocage du processus de paix au fait que les Palestiniens soient divisés. Jusqu'à la mort de Arafat, les Palestiniens n'étaient pas divisés et le processus de paix était gelé. La colonisation se poursuivait de manière ininterrompue, et cela dans la complaisance et le silence de la communauté internationale. On ne va pas relancer ce débat-là, je pense que... il y aura il faut le dire, il faut dire que c'est un tout et qu'on ne peut pas diviser, qu'on ne peut pas dire les jeunes arabes c'est très gentil et ce qu'on fait en Palestine c'est pas nous, non. Il y a quelque chose qui doit changer. C'est pour ça que je dis, voyons le futur. Il y a quelque chose qui doit changer. Que l'Europe, d'une voix, dise quels sont les standards vers lesquels nous allons et quelle politique étrangère nous avons. Et ça, pour le moment, c'est le néant. Quand j'étais en Égypte et qu'on entendait Madame Ashton à la télévision, les gens autour de moi rigolaient. C'est absurde ce qu'elle a dit. Pourquoi ? Elle était encore en retard d'une guerre, mais Moubarak allait partir. Elle était encore en train de demander de tas de choses comme on le fait maintenant en Libye. La Libye est en train, pour sa population, de mourir et on est en train de faire des communiqués lénifiants. Alors, pour terminer, je voudrais aborder deux questions parce qu'il nous reste quelques minutes seulement.